Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin à notre émission La pensée et les âmes, et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, fidélité, tous les ans, nous vous présentons les rencontres européennes de Luxembourg. Nous sommes fidèles à l'annonce de ces rencontres, et grâce à l'aide du Centre d'action laïque et du Centre laïque de l'audiovisuel, nous allons vous présenter un reportage sur les rencontres européennes de Luxembourg. Vous verrez ce reportage après notre générique. C'est le samedi 10 octobre, donc bientôt, que se tiendront ici, à l'abbaye de Neumünster, à Luxembourg et au Grand-Duché de Luxembourg, pour la 13e fois, les rencontres européennes du Luxembourg. C'est en effet en 1997 que pour la première fois, ces réunions ont eu lieu dans un esprit de réflexion à bon niveau, interdisciplinaire bien entendu, pour des échanges d'idées qui se veulent fertiles. En quelle matière? Mais en matière de l'avenir de l'Europe, de la société européenne, ou plutôt des sociétés, puisque l'Europe est tout de même diverse, comme nous le savons. Réflexions qui doivent porter sur des matières politiques, éthiques, économiques, enfin tout l'avenir de cette société. Alors le thème de cette année, c'est les libertés individuelles en Europe et les nouveaux enjeux. Alors, pour vous donner l'envie, peut-être, de venir assister le 10 octobre à ces 13e journées, nous allons vous donner un petit avant-goût. Voici quelques-uns des orateurs qui s'exprimeront cette journée. Écoutez-les et nous en reparlerons dans quelques minutes. En 1950, lorsqu'a été adopté l'instrument fondamental en matière de protection des droits de l'homme, donc la Convention européenne des droits de l'homme, les auteurs ont cru bon de protéger un certain nombre de droits et libertés fondamentaux, des droits civils, des droits politiques, des droits sociaux et économiques. Bon. Parmi ces droits, on a le droit à l'éducation, le droit à un travail digne, le droit à un logement, mais également le droit à la vie privée. Donc un droit qui n'est pas seulement un droit de pouvoir se blottir chez soi à l'abri du regard extérieur, mais plus fondamentalement de pouvoir choisir qui on est, de pouvoir s'autodéterminer sans trop de contraintes extérieures. De nouveau, si cette convention a été prise juste après la guerre, donc après des meurtres quand même et des crimes assez atroces, bon, ces pays se sont mis ensemble autour d'une table et se sont dit, bon, si on protège tous ces droits, on pourra aboutir au bien-être de notre population. On pourra aboutir quelque part à sa sécurité, tant civile, politique, sociale qu'économique. C'est pour ça que l'ensemble de ces droits, dans l'esprit des auteurs de la Convention, a été adopté. Maintenant, de plus en plus, on voit émerger un prétendu droit à la sécurité. Et un certain nombre de parlementaires, tant de gauche que de droite, l'ont encore évoqué lors de l'adoption de la loi Camera, qui a été adoptée, comme vous le savez, en 2007. Donc on met en balance de plus en plus un droit à la sécurité, un droit qui n'existe pas juridiquement, et l'ensemble des libertés fondamentales qui étaient justement faites pour aboutir à cette sécurité. Quand vous dites que ce droit à la sécurité n'existe pas, vous voulez dire qu'il n'est pas inscrit dans les textes? Ce que je veux dire par là, c'est que le concept de droit à la sécurité n'est pas un droit inscrit juridiquement ni dans la Constitution, ni dans aucune convention internationale, quelle qu'elle soit. Donc ce droit ne vous paraît pas important? Ce n'est pas que la sécurité ne me paraît pas importante. Évidemment, la sécurité de tout un chacun est tout à fait importante. Et d'ailleurs, existe une obligation pour l'État de protéger ses citoyens. C'est ce qu'on appelle le droit à la sûreté. Donc le droit à la sûreté impose une obligation à l'État d'empêcher les détentions arbitraires de sa population, par exemple. Et par ailleurs, oblige également l'État, si une menace identifiée pèse sur un individu, d'empêcher cette menace. Ça, c'est une obligation qu'a l'État. Par contre, il n'a pas
pour devoir de prémunir l'ensemble de la population d'une menace illusoire ou d'une menace inconceptualisable quelque part. Iriez-vous jusqu'à dire que la menace d'une agression terroriste est illusoire? Je ne dirais pas que la menace terroriste dans le langage courant est illusoire. Je pense par contre que la définition de terrorisme pour un certain nombre d'actes est dangereuse parce qu'elle est englobante, cette définition. Et elle permet de mettre pas mal de choses sous un même concept qui devrait être traité de manière différente. Or, iriez-vous jusqu'à dire que l'arsenal législatif dont nous disposons, les lois, disons, suffisent et qu'il n'en faut pas de nouvelles et de plus précises? Oh, j'en suis persuadé, et comme bon nombre de juristes, je pense que l'abrogation de ces lois terrorisme serait une bonne chose. Pas pour diminuer la sécurité des citoyens, pas du tout, mais je pense que les concepts juridiques qui sont inscrits, les concepts juridiques traditionnels qui étaient inscrits dans notre texte, suffisaient à bien des égards. Il y aurait donc une contradiction peut-être fondamentale entre une société sécuritaire et la liberté individuelle, qui sont tout de même deux valeurs essentielles. Ou y aurait-il plutôt complémentarité, équilibre, ce que les philosophes appelleraient parfois une relation dialectique? Qu'il y ait une certaine nécessité dans une société de garantir aux citoyens sa sécurité. C'est tout à fait normal qu'un citoyen puisse se promener librement. Et donc, n'abusons pas non plus de tout au sécuritaire. Mais malgré tout, ces temps-ci, il y a de quoi être inquiet. Parce qu'au fond, après ce qui s'est passé à New York le 11 septembre 2001, il y a eu une espèce de courant global de l'insécuritaire. Et alors, ça se décline à tous les niveaux. On met des caméras dans les rues, on encourage même ces caméras, puisque le ministère de l'Intérieur subventionne les communes qui placent des caméras, mais ça c'est encore les pouvoirs publics, avec la possibilité pour le législateur de prendre des mesures de contrôle. Mais à l'entrée des banques, à l'entrée des cinémas, sur les lieux publics, et on ne sait plus très bien à qui est la caméra finalement, et qui contrôle ce que la caméra est en train d'enregistrer, et combien de temps ça la reste un enregistrement à disposition de qui. Donc il y a une série de questions de ce genre-là. Autre exemple, on est avec cette loi de 2003 sur le terrorisme. Alors le terrorisme, qu'est-ce que c'est que le terrorisme? Personne jusqu'à présent n'a pu clairement définir ce qu'est le terrorisme. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, on est obligé de revoir la loi, de se pencher sur cette loi et dire, au fond, elle ne répond pas, elle n'est pas suffisamment claire et elle ne répond pas aux besoins de qualification d'un acte terroriste ou non. Et je dirais, pour l'expérience que moi j'ai pu avoir des enceintes parlementaires, c'est qu'au fond, le cadre pénal en Belgique, globalement, il couvre l'ensemble des actes répréhensibles qui pourraient être commis par un citoyen et qui mettraient la vie, la sécurité ou la liberté d'un autre citoyen en danger. Donc, au fond, y avait-il vraiment besoin de venir avec des textes assez mal fagotés, puisque les avocats, puisque les associations des droits de l'homme et la société civile avaient à l'époque tiré une sonnette, les journalistes aussi, avaient tiré la sonnette d'alarme. Donc, je crois vraiment qu'il y a un petit risque. Alors, ça vient de quoi? Mais ça vient certainement qu'on a cultivé un sentiment de ma liberté contre quoi? Contre un produit. Un produit. Ça vient depuis la porte blindée. Votre coffre-fort, ça se vend bien, le produit sécuritaire. C'est un produit marchand comme un autre. Et donc, il y a concurrence entre le besoin réel et puis après ça, ce qu'on peut en faire pour créer le besoin artificiel que les gens peuvent ressentir et qui, sans cesse, doit être évalué pour savoir s'il est justifié ou non. Et je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, au niveau européen, on est allé un pas trop loin. La crainte de certaines agressions est tout de même parfois fondée, pas seulement pour des raisons de terrorisme, mais dans la vie de tous les jours. Il y a tout de même dans les classes des professeurs qui se font agresser. Il y a des événements de ce genre. Tout à fait. Et donc, face à des événements qui sont dans une société aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des comportements qui sont contraires, pas seulement à l'ordre public, mais au vivre ensemble,
dans une classe un élève qui se permet d'agresser de manière tout à fait violente une enseignante, un enseignant, parce que ça lui a pas plu ou parce que son résultat scolaire n'est pas celui qu'il attendait. Ce sont des choses qui existent. Le comportement de certains groupes d'élèves par rapport à certains groupes d'autres élèves aussi, bien, c'est clair, ça existe. Alors, est-ce que la réponse est seulement la sanction, est seulement l'appel aux policiers? On pourra alors mettre des gendarmes dans toutes les écoles. Je pense que là, on est en pleine dérive. Moi, je plaide pour une éducation civique, une éducation citoyenne, et là, la laïcité a son mot à dire. Elle doit être capable de revenir avec une conception du vivre ensemble dans lequel l'éducation, la pédagogie, l'éducation populaire en général, l'éducation des parents même, doit participer à faire en sorte qu'on ait un vivre ensemble non seulement pacifié, mais qui crée une dynamique de respect mutuel. Mais alors si on arrive parfois dans notre société à des excès comme ceux que vous venez vous-même de dénoncer, ça veut dire que tout ce travail en amont n'a pas été fait ou a été fait insuffisamment? Mais à la fois a été fait et nos sociétés évoluent à une vitesse aujourd'hui qui est évidemment absolument remarquable quand on est face à la technologie, à la recherche, etc. Mais chaque fois, on doit trouver quelle est alors la réponse. Je pense notamment à tout ce qui se dit aujourd'hui sur le net. Alors, comment est-ce qu'on contrôle? Est-ce qu'il faut contrôler et est-ce qu'il faut éduquer? Bon, il y a à remettre une société chaque fois en adéquation avec les défis qui sont posés au vivre ensemble. Et ça, c'est un défi permanent. Et si à un moment donné, on n'est pas suffisamment proactif, on prend du retard et les conséquences sont là. C'est un certain désordre social qui est évidemment préjudiciable pour les citoyens dans leur ensemble. Et lorsque ça dérape vers des formes de violence, évidemment, il faut sanctionner. La situation est claire. Les progrès fulgurants en différents domaines, et notamment en informatique, posent une question majeure. Est-ce qu'on peut se garantir d'usage abusif éventuel? Il y a deux positions. Hein. L'une des positions, c'est de dire qu'il n'y a pas de mauvaise technologie, il n'y a pas de mauvaise technique, il n'y a que de mauvais usages. L'autre position est de dire que les techniques ne sont jamais neutres et qu'elles vont également forger des comportements et porter en elles-mêmes un certain nombre d'interdictions. Bon, je crois que la sagesse est entre ces deux positions, sans doute. Quelques exemples pour nous fixer les idées, peut-être? Oh, des exemples, on parle beaucoup de gouvernance d'Internet, par exemple, ou des protocoles, de l'architecture des systèmes informatiques. Et effectivement, on peut implanter, par exemple, des techniques de filtrage de contenu, de sélection de contenu au niveau des protocoles. Et ça pose évidemment de gros problèmes de liberté d'expression. Alors, c'est un exemple parmi plusieurs. Croyez-vous pas que tout ce qui est techniquement possible sera un jour ou l'autre réalisé, quelles que soient les dispositions légales? Je dirais oui, s'il y a un marché. Parce que c'est un marché, on parle de sécurité, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a un marché énorme et simplement en émergence de la sécurité et de la sécurité de l'identité, des vérifications d'identité, notamment par le corps, avec la biométrie, l'ADN, etc. Mais les braves gens disent parfois, au fond, moi on peut me surveiller, je n'ai rien à me reprocher. Oui, on entend ça très souvent en France, mais également dans la plupart des pays, et même en dehors de l'Europe, je veux dire, quelle que soit la culture, on l'entend. Le fait est, me semble-t-il, qu'il y a une certaine acceptation sociale de la sécurité, des atteintes à la vie privée, de la surveillance, du contrôle social, et on peut identifier un certain nombre de facteurs à cette acceptation sociale. Vous trouvez qu'il y a des dispositions qui sont, n'ayons pas peur des mots, exagérées par rapport aux dangers réels? Oh oui, bien sûr, les lois sur le terrorisme. En France, par exemple, nous en sommes à 15 ou 17 lois sécuritaires, toutes visant à lutter contre le terrorisme. Je vous donne un exemple très simple. La première loi, qui est la loi sécurité quotidienne, a été adoptée 2 mois après les attentats du 11 septembre 2001, dans l'urgence. Et les décrets d'application qui font que la loi peut réellement s'appliquer sont parus 5 ans après.
Et puis, on a aussi un autre phénomène qui est l'extension des finalités premières d'une loi. Certes, on va lutter contre le terrorisme, tout le monde est d'accord, personne ne peut être contre. Mais après, on va utiliser les mêmes dispositifs, les mêmes fichiers, les mêmes bases de données pour lutter contre l'immigration illégale, pour lutter contre la petite délinquance. Alors, on n'a plus tout à fait cette proportion entre les objectifs et les moyens utilisés pour la surveillance. Mais n'est-il pas pensable que parfois la frontière est poreuse entre une petite délinquance, par exemple, et peut-être des prémices de terrorisme? Qui vole un œuf vole un bœuf, bien entendu, mais tout de même, je crois qu'il faut raison garder et surtout qu'il faut se conformer aux droits au singulier et aux droits au pluriel qui font que l'on doit protéger les gens et surtout au principe, à l'un des principes cardinaux de la protection de la vie privée, notamment dans notre droit européen, qui est la proportionnalité stricte entre les objectifs pour lesquels on prend une loi, on adopte une loi, et les moyens que l'on va utiliser. Et parfois, on utilise vraiment un marteau pour écraser une mouche, comme on dit. Ce n'est pas tout. Des progrès plus spectaculaires encore se profilent dans un domaine particulier, la biotechnologie. Cela demande réflexion. Les biotechnologies qui nous promettent de la construction d'un homme, la fabrication d'un homme, grâce à l'ectogénèse, l'utérus artificiel, grâce au clonage, grâce aux cellules souches, enfin bref, on se dit qu'on va pouvoir sans doute fabriquer un homme. Ces mêmes biotechnologies, lorsqu'elles deviennent nanotechnologies, elles produisent la nanomédecine qui nous promet de ne plus souffrir, de guérir des maladies qui nous affectent. Et puis, les sciences de l'information et de la communication déploient aujourd'hui une utopie qui est celle consistant à télécharger le contenu de notre cerveau sur des puces de silicium ou sur des matériaux inaltérables, ce qui nous empêcherait évidemment de mourir. Donc, nous pourrions devenir des êtres qui ne naîtraient plus, qui ne souffriraient plus, qui ne vieilliraient plus et qui ne mourraient plus. Alors évidemment, ça fait sourire. Moi, je ne souris pas. Parce que des programmes de recherche américains très conséquents, qu'on regroupe sous l'intitulé NBIC, eh bien, engagent des fonds considérables pour nous acheminer progressivement vers quelque chose de cet ordre. Est-ce que, prononçant les paroles que vous venez de prononcer, vous ne tombez pas dans l'attitude de certains fondamentalistes religieux qui disent la création d'origine divine est parfaite, n'y touchons surtout pas? Là, en l'occurrence, ce que j'ai esquissé là peut apparaître comme profondément transgressif, désacralisant, puisque nous nous mettons dans la posture du démiurge, et donc nous relayerions volontiers la divinité dans cette entreprise effectivement insensée consistant à créer de l'homme. D'ailleurs, c'est un peu étonnant parce que les courants qu'on appelle transhumanistes aux États-Unis sont des courants qui sont agnostiques à l'évidence, et qui sont volontiers insolents à l'égard de toutes les spiritualités et de toutes les religions. Mais bon, il n'empêche que on n'est pas à l'abri d'une reconstruction du sacré, il faut bien le dire. L'homme pourrait être amené à réinventer son sacré sur ses propres bases et sur ses propres valeurs. L'homme réinventant l'homme, qu'il appellera post-humain, qu'il appellera transhumain, pourrait bien à nouveau reconstituer de la séparation, parce que le sacré, c'est ça que ça signifie, c'est la séparation, le sacer. Et on pourrait envisager, au fond, que l'homme qui résulterait de ces technosciences, eh bien, soit à l'écart de l'homme tel que nous le sommes. Et c'est vrai que fréquemment, on envisage un avenir prochain au cours duquel l'homme tel que nous le sommes serait séparé
de ces autres hommes dont on ne se fait pas encore une image bien précise, mais qui pourraient bien être nos maîtres. Au plan de la réalité, de la politique, de la vie bonne, comme disaient les philosophes d'autrefois, quels seraient les conseils que vous nous donneriez, à défaut de consignes? Oui, je ne donnerai pas de consignes, mais pas même de conseils, mais je dirais simplement que si on veut prendre au sérieux ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se dessine dans l'univers des biotechnologies, bien, il faut se préparer à l'idée que dans un avenir prochain, l'humanité que nous sommes aura à pactiser avec des êtres qui ne seront pas ceux que nous sommes. Le clonage reproductif a beau être interdit légalement, il a beau ne pas encore être tout à fait réalisable, il sera réalisé et il y aura des clones parmi nous. Oui, car ce qui est faisable techniquement finit par être fait. Absolument, absolument, selon un vieil adage de Gabor. Oui, absolument. Donc, à l'évidence, il faudra vivre avec des clones. Les Japonais réalisent des robots androïdes qui ne cessent de se perfectionner. Et dans un avenir proche, nous serons entourés de ce genre de robots que nous ne pourrons pas considérer tout à fait comme des objets. Donc il va falloir mettre en place un système de relations qu'on peut appeler une éthique nouvelle. Croyez vraiment que dans un avenir proche, c'est un devoir essentiel pour nous que de construire cette éthique nouvelle-là? Je crois que oui, parce que l'éthique, c'est la condition même de la réponse à la question « Comment faut-il bien vivre? Comment vivrons-nous bien avec les sciences et les techniques que nous développons et avec les êtres qui en seront le résultat ?» Fondamentalement, de pouvoir choisir qui on est, pouvoir s'auto-déterminer sans... Comme chaque année, nous avons proposé à une personnalité de la laïcité organisée, comme on dit chez nous, particulièrement sensible au sujet abordé, de jeter un œil sur les divers témoignages que nous avons recueillis. Voici sa réaction. En regardant ces quelques reportages, je me rends compte que justement ces quelques jours au mois d'octobre au Luxembourg risquent d'être passionnants. Et je pense qu'aujourd'hui, la laïcité à la belge doit directement investir ces chantiers du futur, dans lesquels on sent bien qu'on est en territoire mouvant, mais qu'il y a des valeurs, une certaine éthique à pouvoir garder comme fil conducteur. Et s'il n'y a pas une forte mobilisation citoyenne, une pression extérieure, je pense que l'on peut arriver vers un type de société qui clairement peut nous faire peur. Et donc là, la laïcité organisée a un rôle essentiel à jouer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de lois et qu'on a une inflation législative dans un ensemble de domaines. Ici, le véritable problème, c'est que la science, elle évolue vite, peut-être trop vite. Mais c'est une chance que cette science universelle évolue de la sorte. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à l'encadrer. Et à cet égard, on sait bien que les droits de l'homme restent une colonne vertébrale de la laïcité. On peut se poser la question de savoir si des instruments importants qui ont été adoptés dans l'immédiate après-guerre sont encore aujourd'hui adaptés face à des apparitions nouvelles qu'on pouvait à peine soupçonner à ce moment-là. Et donc toute la question est de pouvoir justement faire coïncider ces documents, ces textes anciens, avec cette science qui évolue. Parce que si on devait entrer dans une dynamique de réforme des instruments qui protègent les droits de l'homme, et principalement ici le droit à la vie privée, je crains que aujourd'hui, peut-être que le climat sera moins favorable et qu'on risque peut-être d'avoir quelque chose qui tirerait vers le bas, une harmonisation par le bas plutôt que par le haut. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet que je qualifierais d'effet de crise lorsqu'il y a un événement qui émeut la population? Il est normal que les responsables croient devoir agir rapidement pour rassurer. Tout à fait, mais peut-être trop rapidement. Il est évident que le temps de l'émotion, le temps médiatique ne correspond pas au temps que l'on doit prendre pour adopter de bonnes législations. Je reprendrai ce que disait Franck Dumortier quand il posait la question de l'utilité des lois antiterroristes.
on n'a pas attendu en Europe le 11 septembre 2001 pour incriminer pénalement le meurtre, la prise d'otages, la destruction de biens. Donc on a parfois l'impression qu'il y a des réactions émotionnelles qui sont peu dignes de ce que devrait être un Parlement à mes yeux, mais aussi parfois il y a, et ça je crains que ce soit un peu plus machiavélique, des personnes qui profitent de certains événements pour faire passer des législations, des textes qui dormaient depuis quelque temps dans des cartons. Et je pense que c'est là où on doit réellement faire attention. Vous savez, quand on évoquait cette lutte contre le terrorisme, comme le rappelait Pierre Galland, je pense qu'il faut quand même être vigilant à cette nécessité d'une proportion. En Belgique, on a connu un feu d'artifice qui a été annulé le 31 décembre 2007, et après on nous a promis un plan national de sécurité axé sur la lutte contre le terrorisme. On a promis de doter nos services de renseignement de pouvoirs supplémentaires, mais au nom de quelle menace? Parce que quelques années après, on ne sait toujours pas pourquoi on a réellement supprimé ce feu d'artifice. Et donc, comment voulez-vous vérifier une proportionnalité si on ne vous donne qu'un slogan « lutte contre le terrorisme » et qu'on ne vous dit pas exactement ce qu'il y a derrière? Pourrait-on dire que la sagesse serait de prendre du recul et de prendre le temps de réfléchir? Indispensable quand on écoute le dernier intervenant, ce professeur de philosophie, qui nous indique bien que le monde vers lequel on va est plein d'inconnus. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais au contraire de prendre le temps de l'analyse avant d'avoir une réaction la plus appropriée possible, évidemment. Voilà, vous avez ainsi une petite idée de ce qui sera débattu le 10 octobre à l'abbaye de Neumünster pour la 13e rencontre européenne du Luxembourg. Je crois que si vous avez l'idée de passer par là, vous ne regretterez pas votre visite. Alors pour vous y retrouver, vous pouvez vous adresser à www.prolux.lu et vous saurez tout.